Bonjour à tous. Le 7 octobre, les roquettes pleuvaient sur le sud d'Israël, jusqu'à Tel Aviv et même jusqu'à Jérusalem. La mobilisation générale a été décrétée le 12 octobre, avec formation d'un cabinet de guerre. Depuis, quand on se porte sur les chaînes info et que l'on voit ce qui se passe dans la région, que ce soit à Gaza ou à la frontière du Nord, la situation est inquiétante. 760 000 personnes, soit 18% du nombre de travailleurs en Israël, sont en arrêt de travail pour diverses raisons. Mobilisation comme réservistes, évacuation des lieux de résidence, qu'ils soient situés près de la bande de Gaza ou encore dans les régions frontalières du nord du pays. Et pendant l'intervention militaire d'ampleur à Gaza et les répliques de Tsahal sur les positions du Hezbollah à la frontière du Liban, comment vit le pays et ses habitants? Et nous verrons comment toutes ces confrontations dramatiques influent sur le mental et l'existence des Israéliens. Pour cela, nous allons voyager ce matin du nord au sud et rejoindre 6 correspondants. Et tout d'abord, Uri Weber, au kibboutz Yechiam. Il est situé à 15 km de la frontière avec le Liban. Oui, il y a des alertes dans votre zone? Il y en a eu très peu. Au début, peut-être une ou deux, mais ça fait déjà une semaine à peu près qu'il n'y a rien, que c'est calme. Au moins pour nous. On sait qu'autour de nous, plus au nord, il y en a régulièrement. Uri, est-ce que vous vous sentez menacé? Oui, on se sent menacé, surtout au cas où le Hezbollah entrerait en guerre. C'est-à-dire que si on se fait attaquer par le nord, par le Hezbollah qui a des fusées très précises, alors là, on se sentira réellement menacé. Uri, quel est votre état d'esprit depuis le 7 octobre? C'est très difficile au niveau moral surtout. Dire que si on prend la vie quotidienne, en fin de compte, pas grand-chose a changé dans le petit périphérique de notre vie. Mais c'est dans le moral que ça agit. Ça agit, les gens sont déprimés, on se sent déprimé, on se sent, je sais pas comment l'expliquer, remis en question, on repense notre avenir, etc. De ce qui se passe en Israël, c'est que tout le monde connaît tout le monde et tout le monde connaît au moins une des personnes qui a été assassinée et peut-être une des personnes qui sont en otage. Donc, on s'inquiète aussi pour ça. En fin de compte, c'est une période de traumatisme généralisé. Uri, pour terminer, comment vous voyez la fin du conflit et pour quand? À mon avis, ça va prendre du temps. Le Hamas est bien installé à Gaza, sous terre. Il a construit une ville souterraine dans laquelle ils, euh, ils se défendent. C'est là-bas ils ont installé leur position de défense. En tout cas, les actes de violence vont se multiplier parce que l'islam radical, euh, pour lui, la violence, c'est le moyen d'arriver à ses fins. Et il y a un islam modéré, mais qui, à mon avis, a peur de s'exprimer, se tait, comme il y a en France beaucoup de gens qui condamnent l'islam, mais se taisent aussi parce qu'ils ont peur. Les professeurs dans les écoles, les politiciens, les gens des médias, etc., ont peur de s'exprimer et ça va empirer. De la frontière nord, descendons à Foula. C'est une ville située à 50 km à l'est de Césarée et 20 km au nord de Djenin. Nous y retrouvons Hervé. Hervé, vous travaillez chez vous là, vous n'êtes pas mobilisé? Non, moi je suis pas mobilisé. J'ai pas fait l'armée en Israël, donc je ne suis pas mobilisé, pas personnellement. Et Dans ma vous famille, travaillez? oui, Et vous travaillez? oui, je travaille. Alors, le travail est ici chez nous est normal, c'est-à-dire que moi je m'occupe de l'informatique de la ville de Foula et on travaille tout à fait normalement. Excepté le fait qu'on a dû préparer ce qu'on appelle un Hamal, un quartier général. Hein. Chaque grande ville
à son quartier général et on prend, enfin les dirigeants de la mairie d'Afula se réunissent quotidiennement. Donc on a préparé cette salle avec des écrans, avec des ordinateurs, avec tout ce qu'il faut, hein, on a même amplifié les moyens techniques de réseau, hein, pour qu'ils soient en communication avec tout le monde. Donc on a juste préparé ce quartier général. Hervé, s'il y avait une alerte, où iriez-vous? Vous avez une pièce blindée ou alors un abri souterrain? Alors, c'est une pièce blindée, effectivement. Je me trouve à l'intérieur, justement, mon bureau est dedans. Voilà, cette pièce, on l'a, depuis le début du conflit, on l'a aménagée un petit peu, c'est-à-dire qu'on a vidé un petit peu tout ce qui est encombré. On a prévu également la possibilité de verrouiller la pièce de l'intérieur, hein, ce qui est très important. Et puis, on a mis un petit peu de provision au cas où on devrait rester à l'intérieur pendant un temps indéterminé. Hervé, la vie à Foula, est-ce qu'elle a beaucoup changé depuis le 7 octobre? Pas vraiment. Bon, depuis la semaine dernière, les écoles ont repris, la vie a repris normalement, les gens travaillent normalement, sauf que le soir, après 6 heures, après 18 heures, 19 heures, la ville se vide. C'est-à-dire que les restaurants ferment, les commerces se ferment, alors que d'habitude, il y a toujours dans la rue principale beaucoup de passages, etc. Et là, les gens, à 20 heures, il y a quasiment plus personne dehors. Si un consensus politique prime sur tout le pays, la solidarité s'est organisée au sein de la société israélienne. Alors Hervé, comment se manifeste autour de vous l'entraide vis-à-vis de la population déplacée et vis-à-vis de Tsahal? Alors effectivement, autour de nous, on habite dans une zone de maisons, donc de grandes maisons, et on entend beaucoup de personnes venant du sud ou du nord, hein, qui nous disent, en particulier les fins de semaine, qui nous disent être venus chez des amis ou chez de la famille. Nous-mêmes recevons notre fille d'Ashkelon avec son bébé. Son mari a été mobilisé le 7 octobre. Depuis, il est sur le terrain. Donc, nous les avons. Il a juste quelques permissions où ils passent rapidement parce qu'ils font comment on va dire, ils tournent, si vous voulez, entre le sud et le nord, les militaires. C'est-à-dire qu'il y a un passage permanent, hein, et donc ils se relaient entre le sud et le nord. Et pendant ces relais, ils passent nous voir parce que c'est sur le chemin. En France et dans de nombreux pays, il y a eu et il y a encore un grand élan de solidarité pour Israël. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, à Afula, et est-ce qu'il est suffisant? Alors oui, la solidarité, on l'a ressenti, ça nous a fait beaucoup de bien, ça réchauffe le cœur. On a remarqué, on a bien remarqué sur la ville de Nice le portrait des otages affiché, comme ici à Afula. D'ailleurs, on a aussi toutes ces affiches, pratiquement dans toutes les villes d'Israël, on a affiché le portrait de l'affiche de tous les otages. Et ça, c'est bien de le voir aussi chez vous. Cette solidarité, on aimerait qu'elle se concrétise par des faits. Bon, là, c'est au niveau du gouvernement. Et ce qui est le plus apprécié, forcément, c'est la solidarité des Américains. On aimerait, moi, personnellement, j'aurais aimé plus de solidarité pour faire pression pour la libération des otages. Voilà, bon, les actes qui sont possibles de chez vous, je ne sais pas, mais peut-être que des gouvernements, si l'Europe entière faisait pression, peut-être qu'il y aurait plus de résultats. Transportons-nous à présent à Haïfa où nous attend Eldad Beck. C'est un journaliste indépendant. Haïfa, c'est le plus grand port du nord d'Israël, une ville multiculturelle où juifs de toute provenance, arabes, de confession musulmane et chrétienne, croyants bahia, chrétiens catholiques et orthodoxes ainsi que druzes se côtoient. Eldad, quelle a été la réaction de l'homme de la rue israélienne et des médias au lendemain de ce 7 octobre? Il faut dire que il y a eu un phénomène extraordinaire. Plus de 300 000 Israéliens sont rentrés chez eux depuis l'événement tragique, terrible du 7 octobre. C'est-à-dire qu'il y a un tel mouvement de retour d'Israéliens qui se sentent
uniquement en Israël, chez eux, qui sont prêts à défendre leur pays, coûte que coûte. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et je souligne ça euh, parce que il y a ceux parmi certains médias, il y a ceux en dehors d'Israël qui disent qu'Israël est devenu l'endroit le moins sûr pour les Juifs du monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut quitter Israël. Je suis certain que tout ce qu'on a vécu depuis le 7 octobre prouve exactement le contraire. Maintenant, il faut distinguer entre différentes réactions, c'est-à-dire que je crois que la grande majorité s'est réveillée le 7 octobre dans un état de choc, parce que on croyait que l'armée israélienne et les services de sécurité sont en état d'alerte permanent et sont là pour défendre la population d'Israël à l'intérieur d'Israël. Or, on a découvert que ce n'était pas le cas. On parlera davantage à l'avenir, peut-être même ici, sur la question de la responsabilité du drame, de la tragédie qui s'est passée. Mais une chose est sûre, les forces de sécurité d'Israël ont reçu un coup extraordinaire, même par rapport à la crédibilité aux yeux de la population israélienne. Je dirais même que une autre victime du 7 octobre est décidément la formule de deux États pour deux peuples. Il est maintenant tout à fait clair qu'après tous les compromis qu'on a faits à Gaza pour les gens de Gaza et la réponse qu'on a reçue pour ces compromis, la plupart d'Israéliens ne sont plus prêts à faire des expériments pareils, à jouer avec la vie, avec notre vie, en cédant, en faisant des compromis en Judée et Samarie. Là, c'est fini. Ceux qui en parlent ne savent plus de quoi ils parlent. En France, le slogan # Je suis juif est entendu par de nombreux hommes politiques, surtout de droite, qui entendent répondre à la montée de l'antisémitisme et soutenir les citoyens de confession juive devenus des cibles. Ici à Cannes, David Lisnard, le maire de Cannes, à l'office de samedi dernier, est venu à la grande synagogue. Il nous l'a affirmé. Eldad, comment vous percevez cette initiative ? Écoute Alexandre, je salue cette initiative. Je la trouve extraordinaire, je la trouve très courageuse et j'espère que de plus en plus de gens y participent. Tu sais, je suis arrivé en France, un peu d'histoire, en 87. Et c'était peu de temps avant que commence la première intifada. Donc, nous deux, nous pouvons nous rappeler de l'ambiance violente qui existait déjà à l'époque dans les rues de la France. Depuis, on a vécu pas mal d'événements. Et tout ce que je peux dire, c'est que depuis, et je constate bien ce qui se passe en France, la situation s'est dégradée d'une manière qui me fait peur. Qui me fait peur, pas seulement pour les Juifs, qui, à mon avis, malheureusement, n'ont plus de place en France, mais ça me fait peur pour la France, un pays que j'aime, que j'aimerais toujours, et qui est devenu quelque chose que j'ai du mal à reconnaître. Lorsque je vois les manifestations massives qui se déroulent dans les rues de la France, lorsque je vois la violence, lorsque je me rappelle que la France est le pays d'Europe
où le nombre de Juifs tués depuis l'Holocauste est le plus élevé, je me demande à quoi attendent les Français avant que la catastrophe les touche. Parce que il ne faut pas se faire des illusions. Ce cri de bataille, Free Palestine, ou bien de la rivière jusqu'aux mers, la Palestine se libère, etc., c'est un cri de combat contre l'Occident tout entier. C'est que ces démonstrateurs savent très bien qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui encore dire ce qu'ils souhaitent à la France. Donc, ils expressent leur rage à l'encontre d'Israël qu'ils ne connaissent pas du tout. Mais cette rage est en fait une rage contre la France. À Tel Aviv, qui a été aussi visé, il y a eu de nombreuses alertes mais peu de dégâts. Pour se protéger, il y a soit une pièce blindée dans les constructions récentes, soit un abri souterrain. Jacques, justement, vous habitez à Ra'anana, c'est une banlieue nord de la ville de Tel Aviv. Qu'en est-il pour vous ? Chez moi, c'est ce qu'on appelle un mamad, c'est une chambre blindée. Mais si tu veux, pour l'instant, parce que l'avenir nous dira si les choses restent au même stade. Mais pour l'instant, d'abord, on a du temps pour aller aux abris, ce qui n'est pas le cas dans le sud. On a 2 minutes et demie, 3 minutes, je sais plus exactement. Donc, en ce qui me concerne, pas d'affolement. On va doucement vers la chambre blindée. On le reste 10 minutes, parce qu'au bout de 3 minutes, le missile arrive au-dessus de chez nous. Après, il y a le boom du dôme de fer qui éclate le missile. Et ensuite, il faut rester encore quelques minutes à l'intérieur de ce mamad pour éviter qu'il y ait un morceau de missile ou un morceau de dôme de fer, enfin du missile pour éclater l'autre missile, pour sortir du mamad à ce moment-là. Depuis le 7 octobre, la société israélienne s'est unie autour de son armée, avec un gigantesque réseau de solidarité. Tout le monde cherche à aider, et chacun à sa façon. Avec des collectes de nourriture, de vêtements, uniformes pour les réservistes, ceux qui sont partis en urgence pour le Sud. Il y a aussi des exemples comme des volontaires qui se sont proposés pour sauver la production agricole des kibboutz attaqués. Alors de votre côté, Jacques, vous êtes-vous retraité? Comment se manifeste autour de vous cette entraide? Bon, je suis retraité, mais j'ai encore mes 2 jambes, je peux faire des choses. Donc, on essaye d'aider comme on peut. Ma femme cuisine, on apporte parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déplacés du sud vers le centre ou du nord vers le centre. On essaye de faire à manger, de leur apporter à manger. Mais la solidarité, je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, elle est étonnante. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce que c'est que la solidarité quand on est en France ou ailleurs. Il y a ça a été du jour au lendemain. Des groupes qui se sont organisés au départ en tâtonnant parce qu'on savait pas quoi envoyer, donc on envoyait des chips, des sucettes, etc. Puis d'un seul coup, les soldats nous ont dit mais on en a marre de manger des chips et des sucettes. On voudrait d'autres choses, on a d'autres besoins que ça. L'armée nous donne à manger. Donc, très rapidement, j'allais dire petit à petit, non, très rapidement, ça s'est organisé. Il y a des groupes qui s'occupent du transport, il y a des groupes qui s'occupent de préparer à manger, il y a des groupes qui s'occupent de lire des Teilim, ce qui est important aussi. Pour tous les secteurs stratégiques, il y a des groupes qui se sont organisés, mais de manière quasi immédiate et de mieux en mieux, de plus en plus efficace. Il y a des gens tous les jours. Je suis allé personnellement il y a quelques jours. On a préparé un énorme barbecue dans une base où il y avait 300 soldats. C'était impressionnant parce que ils sont beaux, ils sont courageux, ils sont polis, ils nous remercient. On a fait le maximum, on a préparé
un barbecue, mais géant, géant, avec tous des entrecôtes, des merguez, des chipoudim, comment on dit, des brochettes, des trucs comme ça. Euh, Tout sur place, pommes de terre, légumes, des salades à foison. Et malgré leur stress, malgré les occupations qu'ils ont, parce que c'était une base où ils sortent en permanence pour des missions, ils nous ont remerciés, alors que c'est à nous de les remercier. C'est pas à eux de les remercier. Nous, on le fait un peu, on les fait beaucoup pour eux, mais on le fait aussi pour nous, pour se sentir mieux, pour se sentir utile. Voilà, donc et ça c'est partout, c'est permanent. Moi je l'ai fait une fois, j'ai fait d'autres choses. Par exemple, j'ai un copain qui est pharmacien. Bah, il s'occupe de la collecte des médicaments qui viennent de France, par exemple. On les apporte à une association spécialisée. Tous les gens qui ont une spécialité essayent de faire quelque chose et tout ça est très très bien coordonné. En France, depuis le 8 octobre, on déplore plus de 1100 actes antisémites. Alors d'Israël, Jacques, vous, vous avez plus peur pour vous ou pour nous qui vivons en France? Je ne poserai pas la question comme ça. Parce que la peur, il y a que les imbéciles qui n'ont pas peur quand il y a du danger. La différence, parce qu'il y a des gens qui ont comparé à la Shoah. La différence, c'est que au moment de la Shoah, il n'existait pas d'État d'Israël. Et les gens, pas tous, il y a eu quelques révoltes, mais globalement, tout le monde est parti à la boucherie euh, et personne n'a réagi. Au début, on peut dire qu'on ne savait pas, mais dans les derniers temps, tout le monde savait qu'il y avait des camps de concentration, et pourtant, ça n'a pas bougé spécialement. Heureusement qu'il y a eu finalement les Alliés une fin heureuse. La différence, c'est qu'on a un pays. Donc, moi, j'ai pas peur de sortir dans la rue. J'ai pas peur de sortir avec une kippa sur la tête. Euh, j'ai pas besoin d'enlever la mezouza. Je me sens bien parce que mourir, la belle affaire, comme dirait Brel, euh, c'est pas pareil capable de se défendre individuellement et encore plus collectivement que d'avoir de plus en plus peur en étant dans les ghettos, parce que la population juive en France, c'est de plus en plus ghettoisé, dans le 17e, dans le 16e, Neuilly, le Valois et dans encore quelques autres endroits. Et ils vivent relativement bien dans ces endroits-là. Mais jusqu'à quand euh, On voit bien ici, on l'a vu le 7 octobre, que quand il y a des milliers de personnes organisées qui veulent rentrer, même s'il y a eu un manque de vigilance de notre côté, on verra ça après la guerre, mais ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Et je ne sais pas, aujourd'hui, il y a eu 1000 attentats antisémites. Si c'est proportionnel à ce qui se passe ici, c'est sûr que la guerre ici va s'intensifier. L'armée est déjà à Gaza, pas encore au centre-ville de Gaza, mais ça va être de plus en plus dur pour nos soldats et ça va être de plus en plus dur pour le Hamas. Et donc, on peut supposer que les manifestations pro-palestiniennes vont être de plus en plus fortes et avec un risque de plus en plus de passage à l'acte pour les faibles d'esprit qui sont pas capables de se documenter tout seuls. Donc il faut faire très 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 attention. Voilà. La différence, c'est qu'on a un pays, on se défend, on a une police, on a une armée, et je n'aimerais pas, et je suis tout à fait solidaire, et je comprends que c'est pas parce que je dis ça que je dis aux gens abandonnez tout et venez tout de suite ici, mais réfléchissez parce que aujourd'hui et demain, l'espace est peut-être ténu. Jérusalem a été aussi visée par des tirs de roquettes, avec des alertes sur la ville. Et si un bon nombre a été intercepté, certaines ont touché le sol, comme à Beitar Illit, une localité située à 18 km au sud-est de Jérusalem. Sylvie, justement, comment réagit la population de Jérusalem en ces temps troublés? Jérusalem, c'est vrai que Jérusalem est moins touchée que le reste du pays. Enfin, en tout cas, évidemment que tous les villages autour de Gaza et même que le centre du pays avec Tel Aviv et sa région, Rehovot, le Gush Dan. On est beaucoup moins touché, c'est vrai, mais étant donné que on a été surpris le
le, le jour de Simchat Torah par les alertes à répétition. Et que depuis, il y en a eu encore d'autres. C'est vrai, il n'y en a pas eu beaucoup, disons 2 ou 3 fois par semaine, et puis après, ça s'est réduit, il n'y en a plus qu'une par semaine à peu près. Mais on reste un petit peu quand même, bon, on reste tous sur le qui-vive. Euh, je peux raconter, par exemple, personnellement, j'étais pour une des alertes. Vous avez parlé d'une roquette qui est tombée à Beitar Illit, mais il y en a eu qui est tombée beaucoup plus près, en fait. Je me trouvais au moment de l'alerte à l'hôpital Aratsofim, sur le Mont Scopus, d'Assa du Mont Scopus, pour une visite. Et il y a eu une alerte. Et j'ai été très, très impressionnée, en fait, parce que l'équipe médicale, l'équipe soignante, en fait, ne court pas aux abris. Elle reste auprès des malades, toujours à prodiguer des soins, parce que les malades ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas courir aux abris non plus. Donc nous, on s'est retrouvés tout bêtes, justement, à courir à l'abri. Bon, c'est un très vieil hôpital, donc il n'y a pas rempli d'abri, il faut courir dans la cage d'escalier. Mais pour vous dire, en fait, à Jérusalem, il ne faut pas dire qu'on le prend à la rigolade, mais on sait on est plus protégé, donc on est moins tendu peut-être, et moins angoissé. Sylvie, qu'est-ce qui a le plus fondamentalement, le plus changé en vous et dans votre vie depuis le 7 octobre? Est-ce que c'est votre façon de vivre, de penser ou d'appréhender la vie? Ben, c'est que l'alerte, on l'entend tout le temps, en fait. Elle est tout le temps dans notre tête. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, elle est tout le temps dans ma tête. J'ai l'impression que qu'elle va retentir à chaque instant. Lorsqu'une moto passe, lorsqu'un bébé crie dans la rue, un bruit fort, enfin, on a l'impression d'entendre l'alerte qui commence à sonner. Et c'est traumatisant. J'ai lu que même les religieux, exemptés de service militaire, se sont mobilisés spontanément. Ceci pour défendre leur terre et leur pays. Sylvie, vous le confirmez? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, bon, quand vous dites les religieux, c'est très, très, très vague et très global. Évidemment, il y avait déjà beaucoup de religieux, d'Atium Leumim, c'est-à-dire de religieux nationaux, qui sont déjà engagés dans l'armée. Et qui ont des postes très très importants et surtout beaucoup de combattants. Mais à mon avis, ce dont vous voulez parler, c'est surtout les ultra-religieux, les orthodoxes, ultra-orthodoxes, il y a une vague en effet maintenant d'ultra-orthodoxes qui ont décidé de s'engager pour combattre auprès des soldats. Certains, je pense qu'ils sont motivés par leur rabbin, en fait. Je suis pas sûre que ce soit que des démarches personnelles, et je trouve ça très très beau. Je trouve ça formidable. Israël a rappelé 300 000 réservistes. De nombreuses personnes sont en arrêt de travail, licenciées ou mises en congé sans solde. Sylvie, vous travaillez dans l'administration. Comment le pays va s'en sortir? C'est une grave question. Je n'ai pas la solution, bien sûr, mais je suis sûre qu'il y a une solution, parce que d'abord, on s'en est toujours sorti. On a une grande confiance en notre pays. J'ai une grande confiance en notre pays. Ici, bon, c'est sûr que l'économie va en prendre un coup, et l'économie nationale et l'économie mondiale aussi, mais je vois toute cette solidarité et par exemple, tous ces personnes déplacées qui sont dans des hôtels à Jérusalem, non, il y a énormément de groupes qui se sont formés pour les aider à trouver du travail. Ici à Jérusalem, bon, particulièrement à la mairie de Jérusalem aussi, on essaye de les aider. Donc, je pense que on va s'en sortir, mais à quel prix, je ne sais pas, mais on va s'en sortir. Pour terminer ce tour virtuel d'Israël, descendons jusqu'à Ashdod. Pour ceux qui n'ont pas la carte devant les yeux, vous voyez Gaza? Vous suivez le bord de mer. Vous remontez vers le nord. Ceci sur 10 km, vous arrivez à Ashkelon. 15 km plus loin, c'est Ashdod avec son port. Une très belle ville moderne, dynamique, et nous y retrouvons Vanessa.
Vanessa, depuis le 7 octobre, des tirs de roquettes visent Ashkelon, Sderot, Beersheva, donc dans toute cette partie-là, très proche de Gaza, Tel Aviv bien sûr, et puis Ashdod. Je vois que vous vivez en appartement. Vous avez une pièce blindée pour vous réfugier? Oui, j'ai une pièce blindée dans mon appartement pour ma chance, à moi. Pas tout le monde a cette opportunité et ça m'aide bien parce que j'ai des enfants. Vanessa, comment réagissent vos enfants aux alertes et au confinement? Alors, mes enfants ont grandi dans cette situation. Comme je dis, je ne veux pas dire qu'ils ont l'habitude parce que je ne veux pas qu'ils aient l'habitude de cette situation. C'est une situation anormale, surtout pour des enfants. Euh, mais après 100, je crois qu'on est arrivé à 176 alertes sur Ashdod. Et le dernier qui a 5 ans a très peur. Et la plupart de la journée, il reste dans la chambre, blindé. Il s'occupe là-bas, il joue quand même. Mais sortir dehors, c'est, c'est presque impossible. Des multiples salves de roquettes ont été tirées de Gaza depuis le 7 octobre, causant des destructions importantes et un climat très anxiogène qui se répercute jusque chez vous sur Ashdod. Une part croissante de la population a décidé de partir. Vous non. Vous non, Vanessa. Vous avez choisi de rester sur place. Alors, d'abord, je veux dire qu'on ne peut pas juger les gens qui partent. Euh, Parce que de vivre sous cette tension, cette panique, cette peur, c'est normal. Je comprends ces personnes-là. Moi, j'ai choisi de rester avec mon mari, bien sûr, et les enfants, parce que j'ai un abri dans mon appartement, parce que je suis un peu plus loin de ceux qui habitent à Otef-Haza, d'Ashkelon, et je me dis, allez, c'est bon, on peut tenir encore comme ça. C'est pas évident de partir toute une famille à l'extérieur dans un autre appartement ou hôtel et pas tout le monde a les moyens aussi de quitter s'il n'a pas reçu les directives du maire et des compensations et je veux rester pour l'instant. Voilà. Vanessa, et si ça s'aggravait, vous savez d'avance où vous pourriez partir? Ma première réponse est de rester en Israël, de rester chez moi. Mais si vraiment il fallait que je quitte, je n'arrive pas à penser à partir en France par peur. Qui va me défendre? Qui va défendre mes enfants face à ces actes d'antisémitisme? Je suis plus inquiète pour vous maintenant que nous, c'est notre pays, on a notre armée et là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. À la fin de cette émission, une question se pose. Quel est l'avenir pour la région? Pour Michel Goya, historien militaire et ancien colonel des troupes de marine, le risque véritable pour Israël, c'est ce qui se passera après la conquête de Gaza. Eldad Bek pour conclure. Même si Netanyahou n'a pas parlé d'occuper Gaza, qu'est-ce qu'Israël en fera quand il l'aura conquise? La gérer? L'administrer? La contrôler? L'annexer? C'est une très bonne question qui ne se pose pas pour le moment, étant donné que nous sommes en train de rétablir le contrôle israélien sur la bande de Gaza. C'est pas encore terminé, c'est pas encore fait. Il y a encore énormément de travail et j'espère que la communauté, surtout occidentale, nous donnera l'occasion de faire le travail qui est un travail aussi pour les autres, surtout au Proche-Orient, mais à l'extérieur aussi. Euh, Après, je pense que, premièrement, on devra arriver à une situation qui ressemble à la situation actuelle en Judée et en Samarie. Et là, il faut vraiment dire qu'Israël a pris un risque extraordinaire en 2005 lorsque on a décidé de quitter la bande de Gaza et d'offrir les Palestiniens pour la première fois, enfin les soi-disant Palestiniens, d'offrir pour la première fois dans leur histoire la possibilité de gouverner sur eux-mêmes. 20 ans, presque 20 ans après, on voit bien les résultats. On voit très bien
qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette occasion d'or qui leur a été offerte. Et on voit comment, encore une fois, ils ont raté une possibilité de faire non seulement de faire la paix, de vivre en paix. Israël doit contrôler Gaza, encore une fois, et de cette manière-là, Israël pourra mieux garantir sa propre sécurité. Deuxièmement, je crois vraiment que si la communauté internationale cherche à résoudre le problème qui pose les Palestiniens, les soi-disant Palestiniens, il y a certaines choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut tout d'abord détruire tous les camps de réfugiés. Ils n'ont pas de raison d'être. Il n'y a pas une raison pour laquelle il y ait dans la bande de Gaza de camps de réfugiés. Parce que lorsque on les traite comme des réfugiés, des gens de la quatrième, la cinquième génération depuis 1948, et on les traite de réfugiés, on sème chez eux le rêve de retourner une fois dans des maisons qu'ils n'ont jamais eues. Donc, il faut détruire les camps de réfugiés et il faut bâtir des villes modernes, normales, où les gens peuvent habiter normalement. Deuxièmement, l'agence de l'ONU, UNRWA, doit être dissolue parce que non seulement cette agence est responsable de l'éducation de haine contre Israël et les Juifs, l'existence même d'une agence pour les réfugiés palestiniens veut dire que tous ces gens qui reçoivent une aide quelconque de cette agence sont des réfugiés qu'un jour vont retourner en Israël. Donc c'est une agence dont l'existence veut dire la destruction de l'État d'Israël. Si on veut véritablement une paix au Proche-Orient, il faut que cette agence soit dissolue et on peut la remplacer par une agence d'aide sociale. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les Palestiniens doivent vivre depuis des générations sur une aide sociale que tout le monde leur offre. Pourquoi les Palestiniens ne peuvent pas construire un État normal, une économie normale, aller travailler, aller étudier et faire quelque chose de constructif pour eux-mêmes et pour le monde. Pourquoi le monde continue à soutenir cette entreprise de terreur et de mort? Il n'y a pas de raison, je veux dire, naturellement, il y a une raison. C'est l'antisémitisme de la communauté internationale. Et c'est aussi la raison pour laquelle je trouve ça extraordinaire qu'en France, il y a un réveil contre cet antisémitisme. Et j'espère bien que ce ne serait pas uniquement une manifestation symbolique de solidarité, mais qu'il y ait une prise de conscience au sein de la classe politique française de ce qu'il faut faire vraiment pour changer positivement la situation aujourd'hui. Un grand merci à mes amis israéliens, Uri, Hervé, Eldad, Jacques, Sylvie et Vanessa, pour leur disponibilité, leur histoire, leur soutien, et que nous espérons retrouver dans d'autres occasions beaucoup plus sympathiques.